Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui donc partager avec vous quelques réflexions sur ces histoires qui nous transforment, c'est-à-dire sur le pouvoir des récits, le pouvoir des éco-narrations, pour transformer notre regard, pour changer notre manière de percevoir, notre manière d'agir en temps de crise environnementale. Alors nous sommes de plus en plus, nombreux aujourd'hui à, finalement, heu, être conscient des dégradations de notre environnement, des violences qui sont infligées à la terre. Ces violences qui s'expriment autour de nous, hein, notamment dans les manifestations d'un tissu de vie, dégradé. Mais c'est, des violences qui s'expriment aussi en nous, à travers des émotions difficiles qui nous font ressentir des souffrances, par exemple, pour, l'extinction massive des espèces, qui est en cours. Face à cela, que faire? Ben, une première solution, consisterait à faire l'autruche, c'est-à-dire donc à mettre la tête, hein, dans le sable, à se protéger de cette souffrance par le déni, par l'indifférence, par le cynisme. C'est une stratégie que nous connaissons bien, heu, qui revient à faire comme d'habitude, hein, le business as usual en anglais, en cherchant à mettre à distance cette souffrance. Deuxième choix, consiste à être lucide, mais à se laisser submerger par les émotions conflictuelles, comme l'anxiété, l'impuissance, la colère. Donc finalement, à être emporté par des émotions perturbatrices, au point que, heu, comme dans le déni, on se retrouve à, ne rien pouvoir faire. Donc nos paroles, nos pensées, nos actions sont imprégnées, dans les 2 cas de passions tristes, de ce que Spinoza appelle, hein, ces passions tristes, c'est-à-dire des affects, qui réduisent notre capacité d'aider, qui nous empêchent finalement d'agir pour une transformation de nos relations à nous-mêmes et aux autres. Une transformation qui est pourtant aujourd'hui nécessaire, face aux défis, environnementaux et sociaux, qui sont les nôtres. Alors face à ces 2 voies, hein, finalement d'un côté, le déni, l'indifférence et de l'autre, la lucidité, désespérée et anxieuse, il existe, c'est notre hypothèse, une autre voie, une troisième voie, qui se base sur d'autres histoires. Donc si on se racontait, d'autres histoires, revient finalement à construire, une culture des récits, une culture, des éco-narrations, hein, donc de toutes ces narrations, qui font le lien avec le vivant, avec la nature, avec les différentes formes de vie, pour sortir, de l'anthropocène, hein. L'anthropocène, c'est cette époque qui est marquée par, une empreinte destructrice de l'espèce humaine sur toutes les formes de vie. Alors, aujourd'hui, nos puissances d'agir, nos modes de perception sont largement structurés par un imaginaire, hein, une culture des récits. Et dans les sociétés occidentales, dans nos sociétés occidentales, ce récit, ce récit, euh, enfin, l'ensemble des éco-narrations plutôt, ont peu à peu été pris dans un grand récit qui est celui de l'Anthropocène. Et ce récit de l'Anthropocène, qu'est-ce qu'il valorise? Il valorise dans un premier temps un sujet qui se veut, qui se pense comme indépendant. Indépendant de ce qui n'est pas lui, indépendant donc de la nature, indépendant des autres, hein. Un sujet qui se construit, donc dont l'ontologie, dont la manière dont il est généré, se construit en se séparant des autres. Donc une ontologie dualiste, une ontologie qui crée des séparations entre nous et les autres. La deuxième caractéristique de ces récits de l'Anthropocène, c'est qu'ils pensent le sujet comme étant libre des conditions de nature. Ils valorisent un sujet qui arrive à s'extraire finalement des conditions de nature, grâce notamment à un certain nombre de techniques et de savoirs qui mettent en objet le monde pour mieux le contrôler. Troisième point, ce récit valorise des valeurs comme celles de l'efficacité, de la productivité, de la compétitivité, hein, des valeurs qui, induisent finalement des comportements où, chacun cherche à maximiser ses intérêts, à penser pour soi, qu'est-ce qui serait le meilleur pour soi. Donc ce récit est bien représenté
ici par la statue du self-made man de Bobby Carlyle, où un homme viril s'affirme en sculptant avec force le roc. Donc il existe parce qu'il s'érige contre la nature et tente de la dompter. Et on connaît aujourd'hui les méfaits d'un tel récit, un récit qui a justement provoqué l'Anthropocène, c'est-à-dire, encore une fois, cette époque marquée par une dégradation massive du tissu de la vie et une emprise de l'espèce humaine sur toutes les formes de vie. Donc il est sans doute temps de passer et de construire d'autres récits, une autre culture des récits, et une culture qui peut relever de ce que Glenn Albrecht, le philosophe australien, qui a écrit un livre qui s'appelle Les émotions de la Terre, appelle le symbiocène. Qu'est-ce que c'est que le symbiocène? C'est une nouvelle ère où les activités humaines seraient en symbiose, en harmonie, avec les autres formes de vie. Ce récit, lui, il valorise un sujet qui n'est plus indépendant, mais qui se pense comme interdépendant. C'est-à-dire que son ontologie, la manière dont il est généré en tant qu'être, se fait de manière relationnelle. Il existe sur le mode de l'interêtre, ce sujet. Donc c'est un sujet qui appartient à la nature et au vivant. C'est un sujet qui va constamment se penser au sein d'un tissu du vivant, au sein d'un ensemble de relations et de communautés biotiques, et qui reconnaît son appartenance à ce vivant, à cette nature. C'est un sujet aussi dont on valorise la capacité à accepter sa vulnérabilité, à reconnaître sa fragilité, afin de construire une résilience qui fasse avec cette vulnérabilité, plutôt que d'essayer de la renier ou de la refouler. Donc c'est un sujet qui va être capable d'attention envers soi-même, ce qui se passe en soi, et d'attention envers aussi les autres, et de soin, de soutien à la vie. Donc on peut avoir une idée de ce récit du symbiocène à travers cette affiche de l'Alliance globale pour les droits de la nature, qui met en évidence justement les interactions nécessaires entre les espèces pour préserver la vie, pour préserver la Terre, que nous cohabitons tous, quelle que soit notre espèce. Donc ces histoires, ces récits, ils ne sont pas anodins, ce ne sont pas juste des histoires au sens où ils ont un pouvoir de transformation important. Lorsque je m'engage dans une histoire, lorsque par exemple je lis un roman tel que celui d'Éric Deluca, Le poids du papillon, ou lorsque je regarde un film, je suis pris dans une expérience immersive. Cette expérience, elle affecte tout mon être, mon corps, mon esprit, c'est une expérience complète. Et les recherches récentes en éco-critique, en psychologie et en littérature, en neurosciences aussi, nous montrent que cette expérience narrative, elle agit non seulement sur les fonctions cognitives, elle agit non seulement en activant un certain nombre de fonctions cognitives dans mon cerveau, mais elle agit aussi sur mon corps de manière très pratique, sur des circuits sensorimoteurs, sur des circuits affectifs et émotionnels, sur mes sens. Donc, par exemple, quand je rentre dans la peau d'un chamois, dans le récit de l'écrivain italien Eri De Luca, quand je me mets à la place de ce chamois, je peux faire l'expérience d'une certaine empathie, je peux développer ma capacité empathique pour une autre forme d'avis, ici pour le chamois, et ainsi reconnaître la valeur d'autres centres d'expérience. Et les récits ont ainsi ce pouvoir de suspendre un peu nos habitudes de perception pour aller explorer notre présence attentive, pour aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et un roman tel que La Horde du Contrevent d'Alain Damasio nous amène ainsi à sentir, penser en même temps, si on reprend l'expression d'Arturo Escobar, sentir, penser, puisque toute notre partie sensible, émotionnelle est impliquée, mais aussi toute notre partie rationnelle, cognitive est impliquée. Donc sentir, penser ce qui cohabite en nous et autour de nous lorsqu'on éprouve telle ou telle situation, tel ou tel événement. La force du récit, c'est aussi qu'il refuse d'imposer un message auquel on répondrait en étant pour ou contre. Au contraire, le récit permet de s'imprégner d'une pluralité de regards pour comprendre ce qui s'éprouve. Donc ça permet de rentrer finalement à l'intérieur
d'une autre centre d'expérience, de comprendre d'où il parle, quelle est sa perspective, comment il en est arrivé là, pourquoi il pense comme ça, et dans quoi il est prêt à s'engager. Hein. Donc ça renforce, on pourrait dire, un postulat de cohérence. Donc ces histoires, ces récits et les expériences que l'on fait en les vivant, hein, on peut essayer de les résumer et de résumer les implications en disant qu'elles activent finalement de nouvelles relations à nous-mêmes euh, et aux autres, que ce soit d'ailleurs des humains ou des non-humains. Lorsqu'on lit, lorsqu'on écrit un récit relatif à l'environnement, on vit ainsi une expérience complète, on s'engage dans une expérience qui constitue un dialogue tant au niveau affectif qu'au niveau cognitif avec les mondes plus qu'humains. Et si cette expérience est inclue plus globalement dans une culture imprégnée d'un dialogue éco-narratif, c'est-à-dire dans une culture où, par exemple, les sorties en nature, les sorties en plein air, ou les connaissances relatives au milieu de vie sont valorisées, alors nos manières de percevoir et d'agir peuvent, peuvent profondément être impactées par ces expériences narratives, et il peut émerger un sentiment de reliance, un sentiment de continuité élargie entre soi et les autres, entre soi en tant qu'être humain et les autres en tant que non-humain. Hein. Donc on passe ainsi progressivement d'un récit de soi très égocentré, un peu étriqué, autour de ses petits désirs, hein, son petit monde au niveau affectif, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus collectif, qui va nous amener à découvrir et à élargir notre soi, pour reconnaître finalement ce que Arnès appelle notre soi écologique, c'est-à-dire un soi qui intègre l'ensemble des relations qui le constituent. Je peux ainsi profondément ressentir que je suis fait de ces relations, je suis fait par exemple d'eau, je suis fait de soleil, je suis fait de tout ce qui me permet d'habiter sur cette terre. Et ce sentiment de reliance génère spontanément, on pourrait dire, un sentiment d'empathie, une empathie très charnelle qui concerne vraiment notre corps, hein, notre manière de sentir, et associative, c'est-à-dire aussi qui engage aussi notre manière de penser et de voir le monde. Donc un sens, finalement, pour le dire plus simplement, un sens de la convivialité entre soi, les autres et l'environnement se constitue. Et cette convivialité, elle rompt finalement les barrières qu'on a pu ériger entre humains et non humains, ou entre soi et les autres. Ainsi, on peut comprendre de manière très incarnée, de manière profonde, qu'il n'y a pas de dualité entre humain et non humain, au point que notre perception, hein, et nos gestes, nos actions qui sont directement liées à ces modes de perception, s'en trouvent modifiés. Alors, finalement, l'effet de tout ça, l'hypothèse est que en passant par toute cette phase et en s'imprégnant de ces expériences narratives, éco-narratives vécues, on peut générer un soin de soi, un soin des autres. On peut générer une capacité à prendre soin du milieu dans lequel on habite, hein, au niveau local, mais aussi de la Terre, plus globalement, de la Terre dans laquelle on évolue. Et cette attention et ce soin concernent aussi bien des éléments du milieu humain, hein, donc la vie sociale par exemple, les relations avec les humains, que des éléments du milieu dit naturel. Donc ce qui était au début simplement une manière de porter attention à, grâce au récit, devient action. L'éthique de la perception, l'éthique du care, hein, l'éthique de cette manière particulière de porter attention à d'autres formes de vie, se transforme en action pour le milieu, pour prendre soin de la vie et du milieu. Voilà un peu pour partager quelques réflexions autour de ce pouvoir des récits. On voit ici que le potentiel finalement de ces récits est énorme, et que plus que jamais, nous avons besoin d'aller explorer ces récits pour sortir, hein, encore une fois,
soit d'une voie qui est celle de on fait comme d'habitude, on ne regarde pas finalement les souffrances de la Terre et tout ce qui se passe en ce moment concernant les dégradations de l'environnement, et c'est des dégradations qui sont parfaitement en relation avec la crise sanitaire dans laquelle on est engagé, ou l'autre voie qui est celle d'être lucide, mais d'être complètement submergé par des affects qui nous rendent finalement impuissants à agir. Je vous remercie beaucoup de votre attention.